L'échiquier international, soyez les bienvenus pour le rendez-vous du jour. Rasa, une zone sinistre, lunaire, en terrassement sur des kilomètres, avec ses cratères et autres amoncellements de gravats, dû aux bombes. La mort frappe et frappe encore. Véritablement cimetière à ciel ouvert, Rasa la martyrisée, classée déjà comme l'une des zones les plus peuplées du monde et des plus pauvres. Conditions tragiques contraignant la population à se déplacer massivement. Au-delà du pathos ou de la morale, en dépit des événements qui ne peuvent nous laisser que sans voix, surtout lorsqu'il s'agit d'enfants, un bombardement aveugle régulier contre une population civile, selon l'unanimité des juristes, est un massacre et un crime de guerre. Rappelons que, pour moins que cela, des dirigeants africains ont été présentés devant les tribunaux de La Haye. Ici, la communauté internationale semble calée quand il n'encourage pas en sous-main la bête aveugle sioniste. Joe Biden en visite chez l'occupant, amenant avec lui dans ses bagages de porte-avions les plus importants de l'armada de la marine américaine, affiche son soutien indéfectible aux exactions des opérations de l'aviation sioniste. Rishi Sunak, lui, même son de cloche, la posture du soutien inconditionnel ne souffre d'aucun faux pli. Le fait est que le Premier ministre britannique soit un ancien banquier de la grosse structure financière juive Goldman Sachs ne doit être que le fait du hasard. Sur le terrain razaoui, le bilan atteint les 4500 morts et 16 000 blessés. 1700 enfants ont été fauchés par les bombes. L'aide humanitaire s'achemine comme elle peut. 20 camions d'aide ont été autorisés à franchir le poste de frontière de Rafah, ouvert seulement quelques petites heures. L'Algérie se joint à l'aide internationale. Un convoi est sur le point de décoller pour délivrer les denrées d'urgence. Sur un autre aspect et vu en hauteur, le Moyen-Orient est traversé par une tension rarement atteinte. Une tragédie locale ô combien difficile pourrait contaminer ce puzzle déjà alambiqué. Les dirigeants ne peuvent que se préparer au pire, ce qui n'augure rien de bon pour la suite. Où sont donc les voies de la diplomatie et celles de la raison? Élément de réponse durant les prochaines minutes. À tout de suite. Je vous le disais, Rasa, où la violence a franchi les lignes de l'entendement. Je veux parler bien sûr du bombardement de l'hôpital El Ahli. Il y aurait sans doute un avant et un après cet incident. Quoi qu'il arrive, cet attentat caractérisé fera date. Pour en parler et d'évoquer aussi bien d'autres choses en lien, j'accueille pour commencer Aïssa Al-Midani. Bonsoir. Bonsoir. Analyste. Et merci. Allez-y. Merci de votre invitation et bonsoir à tous les téléspectateurs. C'est un plaisir. Aïssa Al-Midani, alors vous êtes analyste politique, écrivain, chercheuse et surtout militante. Bienvenue. Je voudrais d'abord, Aïssa Al-Midani, qu'on évoque, je le disais, le bombardement de l'hôpital El Ahli, dont le bilan fait état de centaines de morts. Déjà une réaction par rapport à ce drame, son nom. Sans limite, c'est un véritable génocide, crime de guerre. Les Israéliens ne répugnent rien et ils violent toutes les lois internationales régissant les guerres. Ils bombardent les hôpitaux, ils bombardent les lieux de culte. Entre les mosquées, les églises et les hôpitaux, ainsi que les écoles des enfants, ainsi que les centres de santé qui sont créés aussi bien par l'UNICEF, par l'UNRWA, et aussi qui servent à la population. Tout ça, ce sont des faits sur lesquels les sionistes israéliens n'hésitent pas. Et donc, il est important quand même que en fait, ce qu'on appelle la communauté internationale, ou même l'ordre, qu'il puisse rétablir l'ordre et le respect de la charte de l'ONU, le respect de la charte aussi des guerres, les lois des guerres. C'est un génocide. Frapper l'hôpital, en fait, de ces bombarder un hôpital, ça veut dire bombarder aussi la population qui est blessée, les médecins,
toutes les équipes de santé qui veillent sur la santé des gens. Il faut savoir aussi que l'hôpital, au-delà, dans les conditions de Gaza, au-delà du fait que ce soit aussi un accueil des blessés, mais c'est aussi un lieu de refuge des enfants. Et sur cet hôpital en particulier, c'était le refuge de tous les enfants qui arrivaient à se réfugier, à fuir en fait les bombardements et se réfugier dans l'hôpital. Donc il y a un nombre important d'enfants et de leurs familles qui sont mortes dans ces bombardements. Donc un crime sans nom, une horreur. Avec laquelle d'ailleurs on voit que tous les pays colonialistes et impérialistes, comme les États-Unis en premier, non seulement ils approuvent, ils appuient, ils applaudissent des deux mains, ils viennent à la rescousse de ce régime complètement criminel et assassin. Et en fait, le renforce, le conforte dans ses crimes en lui apportant soutien, aide, munitions et surtout le soutien politique et la protection politique et mondiale. Parce qu'en fait, ces crimes de guerre sont passibles, effectivement, non seulement de toutes les guerres, mais sont passibles de sanctions, et puis de sanctions importantes, rappelons-le quand même. Et pour bien tous les pays qui se disent défenseurs des droits de l'homme, je voudrais quand même rappeler qu'ils ils soutiennent des oppositions, soi-disant, dans des pays parce que la démocratie n'est pas appliquée, parce qu'il n'y a pas de droits de l'homme, parce qu'il n'y a pas de liberté d'expression. Et voilà maintenant, avec les crimes les plus horribles, les plus violents et les plus connus d'ailleurs, qui circulent sur tous les écrans et toutes les chaînes du monde. Et là, on les voit les appuyer parce que ce sont les sionistes, parce que c'est l'État d'Israël qui est leur création, qui est leur bébé et qui a été créé justement, il faut le rappeler, dans cet anniversaire, ce triste anniversaire de la loi Balfour, là, le 106e, il faut quand même rappeler que ce sont les Occidentaux, en fait, l'Angleterre en premier, l'Angleterre et la France qui ont participé, avec les États-Unis, qui ont participé à la création de cet État qui est fantoche en fait, parce que c'est un État qui est basé sur les hordes terroristes qui ont envahi la Palestine lorsqu'elle était colonisée et sous mandat britannique, et ils ont autorisé donc toutes ces hordes sauvages, l'Irgun, le Haganah, qui ne sont rien d'autre que les oui, le Stern, etc. Et dont qui beaucoup ont commis des massacres. Dont beaucoup de premiers ministres sionistes en faisaient partie durant leur jeunesse, on le rappelle. Tout à fait. Et puis le Tzahal et le Likoud, le parti qui est au pouvoir, n'est que le prolongement de ces partis-là, de ces groupes-là. Donc en fait, Ben Gurion a été à la tête d'une de ces organisations. Le parti Likoud, c'est le prolongement de cette organisation, d'une part, et puis d'autre part, le Tzahal, c'est aussi qui est l'armée israélienne, n'est rien d'autre que le regroupement de ces forces terroristes. Donc c'est un État. Ainsi que le père de Netanyahou, qui était le secrétaire de Vladimir Jabotinsky, qui est le père, le fondateur du sionisme, dit le sionisme réformé. Donc, comme le dit l'adage, les chiens ne font pas de chat. Donc, effectivement, c'est tout naturel qu'on trouve cette politique d'extrême droite actuellement. Mais justement, je voudrais qu'on revienne sur ce bombardement. L'entité sioniste donc, a vite fait de nier en disant que le Hamas en a été l'auteur, sauf que la frappe a été annoncée par Hanaya Naftali sur Twitter, qui est l'attaché de presse Internet de Netanyahou, quelques minutes, sauf que le tweet a disparu. Tout à fait, mais en plus, maintenant, on a des preuves que les avions qui ont commis
ce bombardement sont des avions américains qui sont livrés aux sionistes aussi, qui ont été récemment livrés parce que ce sont des avions américains dernier cri, je dirais. Donc, tout à fait. Et je voudrais quand même dire que c'est systématiquement, en fait, les règles et la machine de création des fausses informations et des affabulations, elle se met tout de suite en branle, comme exactement ce qu'ils ont fait à propos des enfants qui ont été décapités, des bébés décapités, des enfants décapités, alors que c'est complètement une histoire inventée par les sionistes, hein, et personne ne l'a vu d'ailleurs, même qui a été adopté même par l'administration américaine. Biden en a parlé, puis il a tellement été et tellement pas de preuves et tellement pas de choses contraignantes et qui montrent ça. Il n'y a pas une seule photo qui le montre d'ailleurs, et il a fini par revenir dessus. Mais les médias continuent, les médias mainstream occidentaux continuent sur cette base, continuent aussi sur le fait qu'il y a eu des civils qui ont été attaqués par les djihadistes de Hamas, etc. Et en fait, je voudrais dire aussi, c'est pas le Hamas qui est dans qui défend, en fait, c'est une offensive, en fait, je dirais, c'est une offensive défensive des Palestiniens qui viennent, en fait, aussi, qui vient après toutes les exactions que la population palestinienne a subies depuis des années, mais là, c'est une réaction naturelle à un fait colonial. Mais ils se défendent, en fait. C'est une défense. Les gens se défendent, et puis les choses sont complètement renversées. Et on voit maintenant dans la presse occidentale, Israël a le droit de se défendre et c'est Hamas qui attaque, etc. Alors, finalement, l'art de transformer la victime en assassin et l'assassin en victime. Alors ça, c'est vraiment quelque chose, absolument, c'est quelque chose de systématique. Dans les médias occidentaux, ça d'une part, et puis d'autre part, on dit maintenant, on traite la question de Gaza comme une question humanitaire, etc. C'est pas une question humanitaire, c'est une question de défense nationale. C'est un pays à qui on refuse... on prend ses terres, on détruit les maisons, on tue les gens, etc., pour les pousser à partir. Et là, la dernière des choses, on veut les pousser à aller dans le désert de Sinaï. Pourquoi? Ils ont un pays, c'est la Palestine. Et puis, les gens disent, les réfugiés palestiniens, il y en a ici, il y en a là, etc. Alors, des médecins ont été pris... Ils ont un pays. Les réfugiés palestiniens ont un pays, il faut qu'ils restent dans ce pays, et il est important aussi que tous les peuples du monde sachent que la Palestine existe et elle a toujours existé, et que c'est Israël qui a été nouvellement créé par les forces occidentales coloniales, pour avoir toujours un pied dans la région du Moyen-Orient où il y a le pétrole, où il y a les passages maritimes, où il y a et que la Palestine, par sa place, par sa géographie stratégique, et aussi par le fait que c'est la Terre Sainte, c'est quand même, il faut rappeler que c'est le pays où il y a eu le christianisme, où il y a eu l'islam, où il y a avant aussi le judaïsme, le monothéisme, dans les pays du Liban. Toutes les religions monothéistes dans les pays du Levant ont été là. Donc ils ont commencé par découper, c'était la Grande Syrie, tout ça. Justement, et en fait,
Justement, hier, en parlant de Ouais. communisme, c'est-à-dire toutes ces communautés qui vivent ensemble et en bonne entente depuis des siècles, hier, une église orthodoxe, Porphyrius, une des plus vieilles Ah, églises du monde, a été absolument. bombardée par l'aviation sioniste. On déplore 10 morts chrétiens. Joe Biden était sur place et quand même, il a soutenu la thèse sioniste des bombardements. Mais tout à fait. C'est en fait Joe Biden et les Américains, comme les Anglais, comme les Français, continuent à soutenir cette horreur, en fait, hein, et continuent à verser de temps en temps une petite larme de crocodile, hein, mais pour se dédouaner. Mais en fait, c'est eux les plus, ce sont eux les fautifs, ce sont eux les assassins, ce sont eux qui sont derrière cette création de cet faux État d'Israël, de cette entité qui n'a rien d'un pays d'ailleurs, qui n'a pas, je rappelle qu'il n'a pas de constitution, qu'il n'a pas de frontières. C'est un pays qui n'a pas de frontières parce que ses frontières sont dynamiques. Hein. Fluide, ouais. Netanyahou, il y a juste dans la dernière réunion de l'ONU, il présente Israël, la Palestine n'existe plus sur ces cartes Alors, qu'il a Aïssa montrées à Al-Midani, l'ONU. justement, Oui. je le disais à l'introduction, l'aide humanitaire a pu être acheminée seulement en quelques heures par le canal de Rafah. 20 camions en tout et pour tout. D'autres aides devraient arriver, dont celle de l'Algérie et de la Turquie. Peut-être une éclaircie d'espoir malgré les bombardements avec cette aide qui s'achemine, peut-être rendre le quotidien des Palestiniens moins difficile qu'il l'est actuellement. Enfin, l'aide la plus urgente aujourd'hui est l'aide médicale. Et écoutez, arrêtez de bombarder les hôpitaux et de bombarder les équipes sanitaires et la presse. Hein. Il faut dire quand même que les médecins aussi sont particulièrement visés et l'ensemble des équipes sanitaires. Ça d'une part. Et puis d'autre part, il ne s'agit pas seulement d'aide humanitaire. Il faut mettre fin au siège. Au siège de Gaza. Il faut mettre fin à l'occupation. Il faut que les Palestiniens se réapproprient leur propre pays et qu'ils soient reconnus par toute la communauté internationale. Ça, c'est ça la question de fond. Et il ne faut pas non plus que les crimes horribles et que la question humanitaire et humaine, que la question humaine cache le vrai problème, qui est un vrai problème d'occupation et un vrai problème aussi d'empêcher un peuple de rester sur sa terre, chose qui est complètement aberrante et que tout le monde accepte. Hein. Tous ces pays qui prétendent défendre les droits de l'homme, soi-disant, ils acceptent et ils soutiennent. Alors, il faut quand même dénoncer cet aspect horrible de tous ces pays qui feignent, qui se parent de ces masques de droits de l'homme et de défense des êtres humains et de défense des femmes, des enfants, etc. Comment réagissent-ils quand il s'agit des femmes palestiniennes maintenant, d'ailleurs, sous le siège? Comment agissent-ils et réagissent-ils quand il s'agit des femmes palestiniennes en prison, les enfants qui sont en prison, les enfants qui sont aussi systématiquement visés par l'armée israélienne, qui sont tués à tour de bras? Des jeunes tous de moins de 17 ans qui sont enfin en train d'être tués 10 000 à bout portant par l'armée. 10 000 prisonniers qui n'ont pas le droit de vérifier leur dossier, qui n'ont pas le droit de faire appel à un avocat. Allez-y, oui. Absolument, la fameuse détention administrative, dite administrative, où les gens sont arrêtés de manière arbitraire et puis ils sont emprisonnés, ils sont battus en prison. D'ailleurs, je voudrais dire que pendant cette offensive contre Gaza, les prisonniers aussi, et l'échec de cette entité fantoche d'Israël dans la défense, dans sa propre défense, fait qu'ils s'acharnent sur les prisonniers. Ils ont battu des prisonniers à mort. Ils ont cassé les jambes, les bras des prisonniers. Ils les transfèrent dans des prisons dans le désert de Naqab. Ils sont
Ils sont en train de les regrouper dans des pièces qui peuvent tenir, ou peuvent tenir 6 personnes. Ils mettent 30 à 40 personnes. C'est en fait toutes les exactions qu'on peut imaginer, qu'on ne peut pas imaginer, à mon avis, qui dépassent l'entendement. Ils s'acharnent sur eux, ils usent et abusent de la force du geôlier face aux prisonniers, en fait. Hein. En foulant au pied les conventions de Genève. Aïssa Al-Midani. Toutes les conventions du monde, en fait, de Genève et autres qui régissent le droit du prisonnier, le droit du peuple sous occupation, le droit des enfants, le droit des femmes par rapport aux enfants aussi, Merci. etc. Tout ça, ils bravent toutes les lois et toutes les ordres. Tous les cadres juridiques. Tous les cadres juridiques internationaux. Et commettent toutes les horreurs. Merci Aïssa Midani pour toutes vos réponses. Je rappelle que vous réagissiez à partir de Syrie, que vous êtes analyste politique. À bientôt et portez-vous bien, j'espère, et à très vite. Merci à vous. Alors justement, je vous le disais à l'instant, l'aide humanitaire a pu être acheminée via le canal de Rafah, une opération fruit d'intenses négociations. Les détails avec Iman Merat. Après un blocus total de près de 2 semaines imposé par l'entité sioniste au peuple palestinien, 20 camions d'aide humanitaire ont été acheminés dans la bande de Gaza samedi matin à travers le poste frontalier de Rafah. Selon l'ONU, les camions transportaient 44 000 bouteilles d'eau potable, 60 tonnes de nourriture et des fournitures médicales. Les camions appartenant au Croissant Rouge égyptien ont traversé l'immense porte du poste frontière au 15e jour du génocide sioniste contre Gaza et ont effectué l'acheminement de l'aide des différentes agences de l'ONU. Aujourd'hui, nous avons reçu une vingtaine de camions d'aide. Bien sûr, ce nombre n'était en aucun cas suffisant pour couvrir les besoins humanitaires à Gaza, car il y a une crise humanitaire dans la bande. La détérioration des conditions dans la bande de Gaza nécessite bien plus que de l'aide. Ce qu'il faut dans un premier temps, c'est l'arrêt de l'agression contre Gaza, puis la reconstruction de Gaza et l'amélioration de la situation humanitaire de la population. Rafah est la principale route d'entrée et de sortie de la bande de Gaza, non contrôlée par l'entité sioniste. Le poste frontière a exceptionnellement ouvert ce samedi à 10h heure locale, mais au bout de 2h30, il a rapidement été refermé. Manque de temps, d'autres camions d'aide humanitaire attendent malheureusement pour passer. Mais nous espérons que ce sera là un début, qu'une aide suffisante arrivera et qu'il y aura une pression mondiale pour mettre fin à l'agression contre Gaza, afin que la situation s'améliore petit à petit. Le passage de Rafah a été fermé sur décision des autorités égyptiennes en raison d'un possible afflux massif de réfugiés palestiniens fuyant les bombardements sionistes. La semaine dernière, le président américain Joe Biden et le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi ont convenu que l'aide humanitaire passerait par ce poste de contrôle. Le programme alimentaire mondial a précisé qu'il disposait de 930 tonnes supplémentaires de produits alimentaires d'urgence à la frontière de Rafah ou à proximité, prêtes à être introduites dans la bande de Gaza dès que l'accès y sera à nouveau autorisé. Seconde partie d'émission, j'aurai le plaisir et l'honneur d'accueillir un grand nom du journalisme et un spécialiste du Moyen-Orient. Longtemps rédacteur en chef du journal mensuel Le Monde diplomatique également. Il a fondé une revue en ligne, Orient 21, auteur également de plusieurs livres sur la Palestine. Bonsoir Alain Grèche, merci d'être des nôtres sur Al 24, c'est un honneur. Bonsoir et merci à vous de m'inviter. Alors, je le disais, spécialiste depuis de nombreuses années du conflit dont il est question. Alors, première question que j'ai envie de poser à l'observateur chevronné que vous êtes du Moyen-Orient. Pourquoi on a l'impression que les événements à Gaza, les événements de cette guerre, ne ressemblent pas aux précédents ? Il y a effectivement l'ampleur de l'affrontement. Vous savez qu'à Gaza, depuis 2006 et 2007, à la fois avec l'imposition du blocus par Israël et la prise du pouvoir par le Hamas dans le territoire, il y a eu plusieurs affrontements et plusieurs interventions israéliennes en 2006, en 2008, 2009, 2012. Donc
mais ils ont été quand même très limités. Là, ce qui a effectivement changé la donne, c'est que l'opération menée par le Hamas a porté des coups très importants à l'image d'Israël. On parle de effectivement 1400 personnes qui ont été tuées, mais il y a parmi elles au moins 300 militaires qui ont été tués et une centaine sans doute qui ont été faits prisonniers. Je crois que jamais l'État israélien n'avait subi de tels coups. Et il y a chez eux, enfin en Israël, un désir de, comme ils disent, de rétablir la dissuasion et donc à la fois de punir la population de Gaza, et on le voit tous les jours avec les bombardements massifs, mais d'aller au-delà, parce que je crois qu'il y a vraiment une volonté de marquer un coup, mais en même temps on sent que le gouvernement israélien ne sait pas vraiment quoi faire. Est-ce qu'ils vont faire une invasion terrestre qui risque de coûter beaucoup en termes humains à l'armée israélienne? Est-ce qu'il va y avoir un affrontement avec les forces qui sont regroupées au Liban autour de Hezbollah? On ne sait pas. Alors on en parle juste après cette courte coupure publicitaire. À tout de suite. Seconde partie de l'échiquier international où il est question des événements de Gaza et nous discutions avec Alain Grech pour parler des conséquences éventuellement d'une guerre, en tout cas d'une forte tension qui est présente. Alain Grech, pardonnez-moi, 2 questions en une. Que se passe-t-il selon vous à Gaza et surtout vers quoi s'achemine-t-on? Est-ce qu'on peut évoquer les débuts ou les prémices d'une tension régionale selon vous? Ce qui se passe d'abord à Gaza, c'est un bombardement massif des populations du nord vers le sud, une situation humanitaire, comme ont précisé les Nations Unies, qui est catastrophique. Et dire, pour l'instant, la communauté internationale, en tous les cas les Occidentaux, n'ont pas du tout l'intention de stopper. Et d'abord, c'est l'urgence. Je crois que c'est le secrétaire général des Nations Unies qui a dit l'urgence absolue, c'est un cessez-le-feu pour permettre à l'aide d'arriver. Les gens n'ont pas à boire, ils n'ont pas à manger, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas d'électricité, etc. Donc ça, c'est qui est un vrai désastre. Il n'y a pas eu très longtemps en Palestine, malgré les différentes... En tous les cas, il n'y a pas eu depuis la création. Maintenant, ce qui peut se passer... des Palestiniens et rétablir ce qu'ils appellent leur capacité, leur dissuasion. On discute l'armée. Visiblement. Plusieurs en parlent. Pour l'instant, elle n'a pas eu. Visiblement, on a un petit souci de connexion qu'on essaiera de rétablir. Je vous propose de suivre le prochain sujet sur justement les événements qui endeuillent Gaza, et c'est un sujet signé Amel Amzian Zitouni. Plus de 4470 Palestiniens tombés en martyrs, dont 70% de femmes, d'enfants et de personnes âgées. Plus de 15 400 autres grièvement blessés, des quartiers entièrement rasés et plus d'1 million de Palestiniens déplacés de la ville de Gaza après le siège imposé par l'entité sioniste à l'enclave palestinienne. C'est le bilan du génocide sioniste contre Gaza et la Cisjordanie occupée depuis le 7 octobre dernier. Bombardements, coupures d'eau, d'électricité, de carburant, de nourriture, structures sanitaires effondrées, fermeture de couloirs humanitaires, la situation à Gaza dépasse l'entendement. Au lendemain de l'attaque contre l'hôpital El Ehli, l'un des 20 hôpitaux du nord de Gaza, et à la demande de la Russie, de la Chine et des Émirats arabes unis, le Conseil de sécurité s'est réuni le mercredi 18 octobre pour discuter de la situation au Moyen-Orient.
L'acte criminel a été largement condamné par les intervenants. Certains parlent même de crimes de guerre ou crimes contre l'humanité. Des manifestations de masse ont eu lieu à l'échelle internationale contre les politiques génocidaires de l'occupation sioniste. Le président palestinien Mahmoud Abbas demande aux États-Unis et à l'Europe d'entamer une dynamique politique basée sur le droit international avant qu'il ne soit trop tard. Le couloir humanitaire vers Gaza à partir de l'Égypte a été ouvert. Des camions d'aide sont entrés samedi à Gaza à travers le poste frontière de Rafah après un blocus complet de 2 semaines imposé par l'entité sioniste. Alors, retour à l'échiquier international où on a évoqué justement les événements de Gaza, les bombardements qui sont sans discontinuité tous les jours, chaque nuit. Mais la communauté internationale s'organise, la rue occidentale, à défaut de ces gouvernements qui sont peut-être plus ou moins timorés par rapport au conflit israélo-palestinien, la rue, elle, s'organise comme les images que nous allons voir tout de suite. Je crois qu'elles émanent de Madrid, ou plutôt Washington. On me dit la communauté palestinienne américaine s'organise et tente de faire entendre sa voix pour évoquer le drame des Palestiniens. Regardez, c'était sur Washington, une des artères principales. Des femmes, des enfants. Les images sont en direct, c'est tout nouveau pour vous sur Al24 et l'édition L'Échiquier International. C'est en ce moment même des images exclusives. Alors, justement, retour avec Alain Grèche qui nous parlait de cette diplomatie internationale qui semble être timorée, à part peut-être la Russie et le Brésil qui ont proposé 2 résolutions de cessez-le-feu. Celle de la Russie a été rejetée par les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon, la France, des pays qui ne sont pas sans ignorer pourtant que le droit international stipule que l'occupation des territoires de la Palestine est illégale. Mais je dirais même, au-delà d'une discussion sur l'illégalité de l'occupation de la Palestine, il y a une question humanitaire urgente. Et le fait que les Occidentaux, essentiellement les Américains, mais même les Français et les Européens, ne fassent pas pression pour déjà appliquer le droit international humanitaire, c'est-à-dire la mise à l'abri des populations civiles, ça me semble très grave. Je veux dire, on va discuter des solutions politiques, mais là, on a 2 millions de personnes qui sont dans une situation épouvantable. Et le fait que les Européens et les Américains qui se sont mobilisés avec une telle force pour soutenir les populations d'Ukraine, pour dire qu'ils parlaient au nom du droit international, que sur une question aussi simple que le droit humanitaire, c'est-à-dire sauver des vies humaines, il ne s'agit pas du Hamas, de l'OLP, du Fatah, etc. Il s'agit simplement de sauver les vies humaines à Gaza. Cette communauté, enfin ces communautés occidentales, parce qu'on dit parfois la communauté internationale, mais ce n'est pas la communauté internationale, c'est vraiment les États-Unis et l'Europe qui ne prennent pas les mesures pour forcer Israël à arrêter ces bombardements. Alors Alain Grèche, on va parler un peu plus de vous, si vous le voulez bien. Dans le débat public en France, on vous colle le colibé d'islamo-gauchisme, notamment une certaine intelligentsia sensible au sionisme, on va dire les choses comme ça. Mais d'un autre côté, Robert Fisk, le grand reporter du Independent, dit de vous que vous êtes le commentateur le plus sérieux du Moyen-Orient. Alors comment expliquez-vous, j'en arrive à ma question, comment expliquez-vous que l'on ne vous a pas trop vu sur les plateaux TV durant ces 2 dernières semaines? Écoutez, il faut dire que on vit une période de mise en cause de la liberté de parole qui est sans précédent en France depuis très longtemps sur une question. C'est-à-dire, en gros, le ministre de l'Intérieur a expliqué qu'on ne pouvait pas manifester en faveur des Palestiniens. Il y a des gens qui sont arrêtés pour avoir porté des kéfiers. On ne donne pas la parole beaucoup aux gens qui défendent une autre position que celle du gouvernement français, qui est
de toute façon, le préalable, c'est de dire que le Hamas est une organisation terroriste. Il y a vraiment quelque chose qui est une pression qui est sans précédent depuis très très longtemps. Et bon, j'ai des souvenirs depuis longtemps des débats en France. Je crois que depuis la guerre de 67, on n'a jamais vécu quelque chose d'aussi unilatéral. Alors comment l'expliquez-vous justement? Écoutez, il y a eu malheureusement depuis quelques années, on peut dire plus ou moins depuis le 11 septembre et la guerre contre le terrorisme, une idéologie justement de cette guerre contre le terrorisme qui dit en gros que l'Occident est menacé par les islamistes, puis on dit le terrorisme islamiste, et puis en fait on dit les musulmans, et il y a une volonté de faire des musulmans en France un bouc émissaire. Et il y a un rapport, si on peut dire, avec la question palestinienne, dans le sens où ces mêmes gens disent finalement, dans la lutte contre le terrorisme islamiste, contre l'islamisme, notre bon allié, c'est Israël. Et ça, il y a eu vraiment un changement très important dans la classe politique française en 20 ans, qui est déplorable, et qui fait que la France, qui y a, au moment du général de Gaulle, mais même après, avec Giscard d'Estaing, avec Mitterrand, avec Jacques Chirac, était écoutée dans le monde arabe, aujourd'hui, elle est considérée comme pire que les États-Unis. Justement, nous allons parler de ce débat public en France qui est peut-être verrouillé concernant la question israélo-palestinienne. Alors, au cours de ces 2 dernières semaines, justement, quand il était question des événements de Gaza, d'emblée, on disait mais c'est le Hamas qui a attaqué en premier, en omettant qu'il y a un fait colonial quand même, monsieur Alain Grèche. Oui, tout à fait. Mais ça, c'est un discours israélien permanent. J'ai rappelé dans un article qu'en octobre 73, quand les armées syriennes et égyptiennes ont tenté de reconquérir le Sinaï et le Golan, Israël a dit mais c'était une attaque non provoquée. Et le ministre français des Affaires étrangères de l'époque, Michel Joubert, avait dit est-ce que essayer de rentrer chez soi, c'est vraiment une agression? On n'imagine pas aujourd'hui un dirigeant français dire quelque chose comme ça. Et au-delà même, si vous voulez, de la question de quelle solution pour la Palestine, la colonisation, quand elle a commencé, etc., il y a quand même un fait. Les Européens acceptent, comme vous savez, l'existence de l'État d'Israël, mais en même temps, ils disent que la Cisjordanie et Gaza sont des territoires occupés. Et dans les territoires occupés, on a le droit de résister. C'est-à-dire, c'est le droit international, c'est le droit de tous les peuples à résister contre le colonialisme. Et en même temps, les Européens ne reconnaissent pas ce droit. C'est-à-dire, dès que les Palestiniens bougent, on dit vous êtes des terroristes. Et en fait, on dit aussi, mais pourquoi les Palestiniens utilisent la violence? Mais ils utilisent la violence parce qu'Israël ne laisse aucun autre choix que la violence. C'est Nelson Mandela qui dit le choix de la violence, il n'est jamais celui de l'oppresseur, de l'opprimé, pardon. Il est toujours celui de l'oppresseur. C'est parce qu'il y a une violence permanente sur les Palestiniens. Vous ne pouvez pas commencer l'histoire de la Palestine au 7 octobre, même sans remonter à 47. Je dirais, depuis... ça fait 15 ans que cette bande de territoire vit sous siège, où la nourriture, l'eau rentre très difficilement, où pratiquement c'est impossible de sortir, et pendant que à la fois à Jérusalem et en Cisjordanie, les Palestiniens sont sans arrêt en but à des actions violentes de la part de l'armée israélienne. Et on leur dit, et après, quand il se passe quelque chose, on dit mais on ne vous a pas provoqué. Non, bien sûr, c'est l'occupation qui est la vraie provocation. Et c'est l'occupation. C'est une des choses qui fait que le discours européen n'a pas de sens. Nous savons très bien, toute l'histoire l'a montré, y compris l'histoire de l'Algérie, c'est que c'est la colonisation qui engendre la violence. C'est tant qu'il y aura une colonisation, tant qu'il y aura une occupation, il y aura une violence. D'ailleurs, Alain Grèche, oui. De Gaulle, en 1967, avait compris que
l'occupation enclencherait forcément une résistance palestinienne qui elle-même serait nommée terroriste par l'administration coloniale. Il avait tout de suite compris ça, mais aujourd'hui, on a l'impression, où est passée donc cette école de la diplomatie française au sujet du Moyen-Orient? On a l'impression que la lecture ou les analystes français du Moyen-Orient ont complètement disparu. Ce courant a complètement... Vous avez raison. Il y a ce que j'appelle, dans un livre que je viens de sortir sur les relations France-Palestine-Israël, un tournant silencieux. C'est-à-dire que, officiellement, la position du gouvernement français reste la même. C'est-à-dire, ils disent, nous sommes pour la solution à 2 États, un État d'Israël, à côté l'État en Cisjordanie et Gaza, avec Jérusalem-Est comme capitale. Et ça n'a pas changé, c'est vrai. Ce qui a changé, c'est qu'il n'y a plus aucun effort fait de la part du gouvernement français, aucune pression sur la partie qui refuse cet accord, c'est-à-dire Israël. Chaque fois, on incrimine les Palestiniens en disant il n'y a pas de solution, mais en fait, c'est Israël qui, pendant des années, prétendait qu'elle voulait 2 États et en fait faisait continuer la colonisation pour empêcher les 2 États. Et aujourd'hui, on a un gouvernement israélien qui dit non seulement qu'il ne veut pas 2 États, mais dont une partie dit clairement qu'ils veulent expulser les Palestiniens. Et face à ça, malheureusement, la position de la France est une position attentiste, une position de soutien à Israël et à ses politiques. Alors Alain Grech, on a intitulé l'émission du jour la Palestine, la Nakba permanente. En 1948, il y a 800 000 Palestiniens qui ont été chassés de chez eux. En 1967, on connaît moins, mais ils sont environ 300 000, 400 000. Les historiens ne sont pas d'accord. Est-ce que selon vous, la stratégie sioniste, c'est de vider Gaza de ses habitants pour pouvoir ensuite l'occuper ou l'annexer directement? Qu'est-ce que vous en pensez? Pour Gaza, je ne sais pas exactement ce qu'ils veulent, mais vous avez raison, la stratégie, depuis, si vous voulez, le mouvement sioniste est un mouvement de colonialisme de peuplement, comme il en a existé ailleurs, en Algérie par exemple, ou bien en Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, etc. En général, vous avez 2 cas possibles. Soit les colons ont exterminé les populations locales, ce qui est le cas en Australie, Nouvelle-Zélande ou Amérique du Nord, et bon, il n'y a pas de possibilité de retourner en arrière. Soit les colons n'ont pas été capables de faire ça et sont restés une toute petite minorité et leur règne est arrivé à sa fin. L'Afrique du Sud est un exemple et l'Algérie est un autre exemple. Le sionisme, c'est, comment dire, un cas intermédiaire, c'est-à-dire que ils ont expulsé des Palestiniens, mais en même temps, aujourd'hui, sur le territoire historique de la Palestine, il y a autant de Palestiniens que de Juifs israéliens. Et ça, c'est une vraie crise. C'est 7 millions des deux côtés, ou 8 millions voilà, des deux côtés, c'est à peu près. Et cet équilibre, d'ailleurs, c'est une des faiblesses des Palestiniens. C'est-à-dire, ils n'ont pas, comme c'était le cas en Algérie ou comme c'était le cas en Afrique du Sud, la force du nombre. Ils sont face à une population qui est à peu près aussi nombreuse qu'elle. Mais c'est aussi une crise pour le mouvement sioniste, dont le projet reste effectivement de pousser les Palestiniens dehors. La différence, si vous voulez, avec ce qui s'est passé en 47-48 et ce qui s'est passé en 67, et vous avez raison de rappeler, avec 300-400 000 Palestiniens expulsés de Gaza, expulsés de Cisjordanie, c'est, si vous voulez, bon là, avec cette volonté permanente d'expulser. Aujourd'hui, les Palestiniens ont appris une chose, c'est que s'ils s'en vont, on ne les laissera pas revenir. Donc, ils s'accrochent vraiment à leur terre. Et donc, les mettre dehors, ça sera très difficile. En plus, aujourd'hui, si vous voulez, 1967, à l'époque, personne n'a vu au sens propre les Palestiniens partir. C'est-à-dire, il n'y avait pas les caméras, il n'y avait pas la télévision en direct, etc. Là, il faudrait vraiment... ça sera beaucoup plus difficile à appliquer cette politique d'expulsion. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est plus difficile. Et bon, il faut espérer que, quand même, les Palestiniens, avec la solidarité qu'ils peuvent avoir de partout, pourront résister à ces tentatives. Alors, Alain Grech, selon vous, vous avez écrit un livre il y a quelques années qui s'intitule « De quoi la Palestine est-elle le nom ?» Si vous deviez écrire aujourd'hui le même livre, que diriez-vous, bien entendu, en introduisant les événements tragiques de Gaza?
Moi, je disais justement que, d'une certaine manière, la Palestine est un des derniers cas encore de décolonisation non effectuée. Et qu'il est devenu pour l'ensemble du monde, pas seulement pour le monde arabe, un symbole. Et aujourd'hui, on voit bien, c'est-à-dire on voit des gens défiler au Brésil, en Europe, dans le monde arabe, etc. Parce que justement, il est le nom de cette colonisation qui a du mal à mourir. Et c'est ce qui fait quelque part la force du mouvement palestinien, c'est qu'il dispose de cet appui international qui lui permet effectivement de résister. Voilà. Et donc, on voit bien d'ailleurs aujourd'hui, il y a eu un éditorial du journal Le Monde qui était assez intéressant parce qu'il mettait en lumière ce que tout le monde peut voir, c'est que après l'Ukraine qui a divisé le monde occidental avec ce qu'on appelle le Sud global, c'est l'Algérie, le Brésil, la Chine, etc., où les positions étaient divergentes, là, le fossé est encore plus large. C'est-à-dire aujourd'hui, il n'y a que les Occidentaux pour appuyer de manière aussi inconditionnelle Israël. Et donc, la Palestine, elle est le nom de cette fracture qu'il y a aujourd'hui dans le monde et qu'il faut essayer personne ne souhaite, enfin moi je ne souhaite pas une guerre de civilisation, une guerre entre le Nord et le Sud, etc. Mais si on veut vraiment la surmonter, il faut essayer de régler la question palestinienne. Merci Alain Gray, ça sera le mot de la fin. Merci d'avoir été des nôtres. Je rappelle que vous êtes journaliste, spécialiste du Moyen-Orient. Merci et à très vite. Merci. Alors des images qui nous arrivent, des images fraîches en direct de Boufarik où justement l'aide humanitaire algérienne est en train d'être organisée, comme vous le découvrez avec nous sur les images en direct de Boufarik. C'est le deuxième avion qui est en train d'être, comme qui dirait, rempli en direction de Raza, une aide humanitaire, des denrées de première nécessité. L'avion qui décollera d'ici quelques heures. C'est la troisième aide avec celle de la Turquie et de l'Égypte. L'Algérie se place parmi les pays solidaires de la question palestinienne. 2 semaines de bombardement, 4500 morts, des dizaines de milliers d'enfants. L'Algérie ne pouvait pas rester silencieuse face à ce drame au sujet de la question palestinienne. Des images. Alors, c'est une aide qui s'achemine. On rappelle que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'est tout de suite positionné en appelant que ce qui se déroulait à Raza était bel et bien un génocide et qu'on revenait, que la solution était bien entendu dans le cadre, le cadre de la juridiction internationale et que l'Algérie prônait pour les frontières de 1967 et instaurer, bien entendu, un État palestinien, selon la carte de 1967, ou en tout cas les frontières de 1967. Voilà, ça sera tout pour l'échiquier du jour. Merci d'avoir été des nôtres. Tout de suite, la suite des programmes sur Al24 News. Quant à moi, je vous dis à demain.